Bonjour à toutes et à tous. L'IFG Exécutive Éducation, fidèle à sa mission d'accompagner les leaders face aux enjeux contemporains, vous propose aujourd'hui un webinaire sur le changement de gouvernance en EHPAD. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cet IFG Live intitulé « Le changement de gouvernance des établissements médico-sociaux est-il possible ?» Je suis Ingrid Leduc, responsable B2B au sein de l'IFG. Et pour vous donner quelques éléments, l'IFG Exécutive Éducation est le pôle formation continue et online du plus grand groupe français d'enseignement supérieur privé Omnes Éducation. En 3 points, c'est 60 ans d'expérience qui nous vaut d'être une marque reconnue sur le secteur de la formation continue, plus de 2000 collaborateurs formés chaque année, du collaborateur au dirigeant via nos formations diplômantes, certifiantes et formations courtes avec des modalités variées. Nous intervenons aujourd'hui sur toutes les thématiques clés des entreprises. Pour n'en citer que quelques-unes, management, finance, développement durable, entrepreneuriat, tout en nous appuyant sur un réseau de 280 experts rigoureusement sélectionnés. Alors, l'IFG a à cœur de répondre aux défis rencontrés par les professionnels dans divers secteurs en proposant des solutions innovantes et adaptées. Le thème du changement de gouvernance en EHPAD vise à répondre aux défis croissants liés à la qualité des soins et à la transparence. Il s'inscrit dans une dynamique d'amélioration continue en renforçant les processus de décision et en intégrant davantage les parties prenantes, notamment les familles et les résidents. Cette évolution permet une meilleure coordination des équipes et une gestion plus éthique et efficiente des établissements. L'objectif principal est d'assurer un environnement de vie serein et digne pour les résidents, tout en soutenant les professionnels dans leur mission. Je suis ravie de vous accueillir à cet IFG Live, qui sera une belle occasion de partager des perspectives, d'échanger autour de vos expériences et de réfléchir ensemble aux solutions pour accompagner cette transformation. Pour animer cet IFG Live, j'ai le plaisir d'accueillir 2 experts renommés dans ce domaine qui sont Benjamin Stanislas et Hervé Andriot, à qui j'ai le plaisir de laisser la parole. Juste 2 mots avant de vous laisser continuer. Juste pour vous dire de ne pas hésiter à nous poser vos questions tout au long de cet IFG Live dans l'encart questions à droite de votre écran. Merci encore pour votre présence et sans plus attendre, commençons par l'introduction de nos 2 experts. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente très rapidement, Benjamin Stanislas. Je fais du recrutement et du conseil RH depuis 20 ans, RH et organisation, et intervenant sur le secteur du médico-social depuis quelques années. Je me suis rapproché d'Hervé Andriot, qui se présentera et qui, lui, a une plus longue expérience de terrain sur ce secteur-là. Bonjour, Hervé Andriot. Donc moi, je suis dans le médico-social depuis 25 ans. Je suis presque tombé quand j'étais jeune à faire des postes de direction et de direction territoriale. Et nous aurons l'occasion d'en reparler éventuellement. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Un petit point sur la situation. Il y a 7500 EHPAD aujourd'hui en France, la plupart dans une situation critique. Soit sur le versant de la gestion financière, soit sur le versant de la prise en charge, soit même sur des questions RH, d'absentéisme, de turnover. Évidemment, la transformation est au cœur de tous les sujets. La question que nous allons aborder aujourd'hui est de savoir à quel niveau est-ce que cette transformation est pertinente et à quel niveau est-ce qu'elle aura le plus d'impact sur l'activité de ce secteur-là. Est-ce que la transformation doit se faire au niveau de l'État et des institutions? C'est quand même des institutions qui réglementent le soin, qui payent la majeure partie du soin et de la dépendance et qui font évoluer le secteur et qui peuvent créer des filières. Est-ce que c'est à ce niveau-là que ça doit se passer? Est-ce que c'est les sièges des grands groupes et des grandes associations? On parle souvent des groupes privés, mais il y a aussi de grandes associations, privés lucratifs, privés non lucratifs, associations, congrégations. Est-ce que c'est elles qui doivent lancer des changements de gouvernance? Elles le font, mais est-ce que c'est à ce niveau-là qu'il y aura le plus d'impact? Ou est-ce que, troisième possibilité, est-ce que c'est au niveau des EHPAD eux-mêmes que la transformation doit se faire? Donc on va poser cette question-là. Je vous dévoile un petit peu, ce sera plutôt au niveau local, pas forcément au niveau des EHPAD, mais plutôt au niveau local. Mais quand on a dit ça, il faut savoir quels sont les enjeux, quelles sont les méthodes, quels sont les outils pour véritablement
avoir une transformation qui a un impact et de savoir comment est-ce qu'on peut mesurer cet impact. Voilà, rapidement brosser le plan de ce live qui va être finalement une présentation de ce que nous pourrons déployer ultérieurement lors d'une masterclass. Sans plus attendre, je laisse la parole à Hervé qui va nous raconter un petit peu la situation actuelle des EHPAD. Oui, alors en fait, vous êtes directeur d'EHPAD ou vous travaillez dans le médico-social, le constat il s'impose. Les EHPAD ils sont pris en étau. Aujourd'hui, on est coincé. On est coincé par des injonctions du siège qui lui-même était sous pression. On est coincé par une réglementation qui s'est stratifiée depuis 2002 et qui a tenté de répondre à un manque de moyens notamment et qui a sanitarisé le médico-social. Et on est aussi coincé parce que le tissu médico-social est empreint d'un millefeuille administratif qui fait qu'on ne sait plus comment prendre en main l'environnement médico-social pour pouvoir obtenir quelque chose d'efficace pour le résident, qu'il soit à domicile ou qu'il soit en EHPAD. Alors Hervé, puisque tu as non seulement dirigé des EHPAD, mais aussi été directeur régional, donc dirigeant comme ça plus de 20 EHPAD de mémoire, dans un grand groupe privé lucratif, puis après tu as été directeur général dans des associations. Tu as subi la pression du siège, si j'ose dire, et puis tu l'as fait subir au directeur. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de cette activité, de cette pression? En fait, la pression du siège, au regard du fait de comment sont constitués les groupes actuellement et comment le métier de l'industrie médico-sociale s'est généré, elle est une constante et elle est obligatoire à travers des budgets, à travers des injonctions pour pouvoir arriver à avoir une stratégie développée au niveau du siège qui est déclinée au niveau des établissements. Ça, c'est un fait. Après, on la trouve différemment. Selon le gestionnaire, on peut trouver une pression plus ou moins prégnante et plus ou moins structurée. Le mieux étant de trouver une pression qui est structurée, mais qui laisse une place importante à la gouvernance locale. On va voir pourquoi. Et alors, quand il n'y a pas suffisamment de place, laisser plus de latitude à la gouvernance locale, qu'est-ce que tu as pu observer comme impact et comme conséquence sur l'activité de l'EHPAD? En fait, le risque, c'est qu'on ait une duplication des exigences du siège au niveau des équipes directes. C'est-à-dire que si le directeur devient un passeur, et juste un passeur de balles comme ça, entre la direction générale et les équipes, c'est foutu. On va avoir un désengagement fort, un absentéisme, parce qu'en fait, le vécu professionnel, on y reviendra à ce vécu professionnel, il ne sera pas pris en compte. Donc, on ne peut plus maintenant avoir une gestion verticale comme ça, descendante, sans avoir le filtre du directeur qui doit être de plus en plus intelligent pour pouvoir trancher, on va voir comment, pour pouvoir transformer cette parole du siège en une parole acceptable, supportable et qui valorise le travail auprès des soignants. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est que Benjamin, tu le sais, la marque employeur, par exemple, depuis l'affaire Orpea, la marque employeur au niveau des groupes, elle n'existe plus. Hein. C'est très difficile d'avoir une marque employeur qui est attractive. On ne va pas vers un établissement parce que c'est tel groupe ou tel groupe. Aujourd'hui, on va vers un établissement déjà parce qu'il est à proximité de la famille. C'est d'ailleurs ce que les sondages déjà il y a 25 ans émettaient comme premier critère de sélection d'un établissement. Donc, dans cet environnement, on se rend compte que le local est extrêmement important et qu'il a peut-être été négligé pendant toutes ces années. Donc, moi, je pense que c'est fini. L'EHPAD plug and play qu'on a défini comme étant le modèle qui fonctionne avec des normes et qu'on va mettre un peu à droite au sein de la France. Non, maintenant, l'EHPAD, c'est un modèle qui doit être singularisé selon son environnement et singulier et qui doit vraiment correspondre aux besoins de l'environnement médico-social, aux besoins
des équipes en local aux besoins de ce qui se fait pour proposer des alternatives à l'EHPAD. Et donc, tu nous racontais aussi qu'au niveau que les autorités de régulation, qui font très bien leur travail, ont normalisé, standardisé un certain nombre de processus, et c'est plutôt vécu comme une pression réglementaire qui fait que les équipes soignantes et la direction sont beaucoup plus focalisées sur le respect de la réglementation, d'autant plus qu'elle est de plus en plus contrôlée, plutôt que sur un soin tel qu'on a l'habitude de le réaliser et un soin qui correspondra exactement aux attentes des bénéficiaires que sont les résidents. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous avez un établissement qui connaît de la maltraitance régulièrement, qui n'est pas bien traitant. On n'arrive pas à trouver la cause profonde, initiale de cette maltraitance. Pour autant, la pratique, elle est mauvaise dans l'établissement. Vous allez avoir forcément des événements indésirables graves qui vont être reportés auprès des autorités de régulation. Le retour, c'est utiliser mieux les outils formalisés, réglementaires, pour pouvoir améliorer la bientraitance. Mais peut-être que votre analyse de la situation, si vous étiez à la tête de cet établissement, ça serait de dire, moi, la maltraitance ici, c'est normal, j'ai un turnover qui est énorme, donc ma problématique, c'est pas que mon projet d'établissement n'est pas à jour, c'est pas même éventuellement que le conseil de la vie sociale est un peu vieillissant, c'est surtout que j'ai un turnover très important. Et les tutelles ne vont pas vous demander de tenir à jour un plan d'action pour limiter le turnover. Or, le taux de turnover, le taux de turnover est même pas inscrit dans les 147 critères d'auto-évaluation actuels des EHPAD. Donc, comme quoi, il est important de rester focalisé sur le vécu, évidemment de répondre aux attentes réglementaires, mais aussi de se concentrer sur le vécu. En tous les cas, il n'est pas inscrit en tant que tel. On parle de l'activité, on parle de choses qui sont liées au management, mais néanmoins, dans les critères de l'auto-évaluation, on parle beaucoup plus du résultat auprès du résident que des acteurs de l'établissement. Alors, comment fait-on, je m'excuse de couper, mais le temps est compté, comment fait-on pour dépressuriser, pour desserrer les taux? Pour moi, le vecteur essentiel de tout ça, c'est de relocaliser la gouvernance au sein de l'établissement. Le premier point reste quand même, il y a deux étapes. Le premier, c'est de desserrer les taux, et donc, pour ce qui est du rapport avec le siège, donc, le siège, évidemment, émet des indicateurs, mais il y a des indicateurs qui doivent être bien pesés en interne. Et donc, le premier point, pour un directeur, c'est de travailler sur la gestion d'impact. Donc, à un moment, de savoir quel impact va avoir une activité. Je donne un exemple. On travaille souvent sur la régulation de la masse salariale. Il arrive qu'au regard de l'occupation, du taux d'occupation des établissements, on ait un moment trop d'employés, un surcroît d'employés. Bon, la bonne gestion financière fait qu'il faut se séparer de 2 employés, c'est d'autant plus simple s'il s'agit de vacataires. L'impact, il y a un impact économique, mais il peut y avoir aussi un autre impact, c'est que ça restreint, ça met une tension sur le travail. Il reste réalisable, mais en revanche, il y a moins de souplesse et il y a moins, on y reviendra, d'espace de délibération. Donc, quand on doit mettre en œuvre une action au sein d'un EHPAD, le premier point, c'est de travailler sur l'impact que ça va avoir, identifier les critères pertinents de l'activité de l'EHPAD et les substituer, ou au moins les mettre à côté des indicateurs globaux qu'impose et que propose le siège. Et de la même façon, la pression réglementaire des institutions, des autorités de régulation, ne doit pas nous faire perdre de vue, c'est ce que tu me disais, on peut prendre des exemples, qu'il y a un vécu professionnel. Il y a effectivement une normalisation des tâches d'accompagnement et du soin de la dépendance. Pour autant, il y a des tâches qui sont essentielles, vitales, et ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas réglementées qu'elles doivent devenir invisibles. Alors, la gestion d'impact, effectivement, Benjamin, c'est extrêmement important. Connaître l'impact des injonctions ou des demandes du siège, ça permet de transformer justement en critères pertinents qui ne sont pas directement liés à la demande du siège. Mais en fait, il s'agit de, par le filtre du directeur,
grâce à ces critères pertinents, rendre humain, perceptible, acceptable et aussi coller à la pratique professionnelle les changements nécessaires pour indirectement influencer la stratégie du siège. Donc, par exemple, typiquement, peut-être que le problème de taux d'occupation, il est justement lié à un problème de relation famille, il peut être lié à un problème de turnover, il peut être lié à des tas de problèmes qui vont faire que, justement, on va évaluer l'impact de monter à +5 sur le taux d'occupation, comment on y arrive, et à partir de là, on va évaluer aussi sur le terrain, mettre en place des critères pertinents qui vont permettre de gérer les difficultés qui sont la cause racine qu'il faut lever pour pouvoir réussir indirectement à répondre aux injonctions du siège. Donc, moi, mon propos, c'est de dire, voilà, on va certes, le rôle du directeur est de mettre à distance quelque part les injonctions extérieures pour recentrer sur la problématique de l'établissement, mais il faut que la problématique reconnue de l'établissement reste en lien et en corrélation avec les injonctions extérieures. On doit y répondre, mais seulement le directeur, c'est lui qui maîtrise le tempo de la réponse et la pertinence des moyens à mettre en œuvre pour y répondre. Alors, très bien, bonne nouvelle, on a libéré l'EHPAD. On a desserré les taux, on a libéré l'EHPAD. Maintenant, il faut l'accompagner pour définir ses enjeux. Et tu as, avec ta longue expérience, et puis nous, avec notre travail de terrain, toi et moi, on a pu identifier quand même des enjeux majeurs et essentiels communs à tous les EHPAD. Oui, alors, il nous semble que, voilà, si on veut s'orienter vers le futur, on doit prendre en compte 3 enjeux essentiels, qui sont la maîtrise du turnover, le développement de l'attractivité des métiers, parce qu'il y a un souci là-dessus, et puis après, réussir à s'intégrer, s'interfacer, et c'est demandé aussi par les autorités de régulation, avec l'offre locale. C'est extrêmement important. Donc, le but de ce live, c'est déjà de mettre le doigt sur les moyens que l'on a à notre disposition pour pouvoir gérer ça dans l'environnement qui est le nôtre, parce qu'on ne peut pas tout changer. Comme vous l'avez compris, le changement, ça va être à moyen constant, on n'aura pas d'argent supplémentaire, ça il faut s'asseoir dessus. Et deuxièmement, le changement, il va être à environnement réglementaire, légèrement modifié peut-être, mais on aura toujours de la réglementation. On va se rendre compte qu'on arrive quand même à changer les choses, malgré cette constance des contraintes. Hervé, alors effectivement, le directeur et la direction d'un EHPAD se doit de maîtriser son turnover. En revanche, développer l'attractivité des métiers, on a plutôt le sentiment que ça se fait au niveau du siège, voire au niveau de l'État. Alors, qu'est-ce qui fait que tu l'as ramené au niveau local? Alors, en fait, sur l'attractivité des métiers, on sait que Clariane a réalisé un sondage il y a moins d'1 an sur comment se projettent les jeunes Européens, dans quel métier se projettent les jeunes Européens. Figurez-vous qu'en 3e position arrive le métier du care. Mais alors là, Benjamin, toi et moi, on s'est posé la question, on s'est dit, mais c'est quand même dingue. Nous, sur le terrain, il n'y a personne pour travailler, mais tout le monde veut faire du care. Qu'est-ce qui se passe? Et tu m'as dit, oui, mais Hervé, le métier, c'est quelque chose, il est attractif. C'est vrai, qu'est-ce qu'il y a de plus beau que d'aider l'autre? Mais c'est le secteur qui n'attire pas. Effectivement. C'est le secteur qui agit aujourd'hui comme un repoussoir sur ces métiers-là. Du coup, quelqu'un qui veut accompagner la dépendance, que ce soit un infirmier, une infirmière, un aide-soignante ou un auxiliaire de vie, retrouvera son métier attractif au travers de tel établissement dans telle localité. Certainement pas au regard d'un secteur qui est souvent incarné par des grosses entreprises qui ont leur histoire et qui, malheureusement, aujourd'hui agissent encore comme un repoussoir. Il y a des moyens. Excuse-moi, Adama. Donc l'attractivité des métiers, ça se fait au niveau local. Exactement. Et pour cela, il faut bien maîtriser la définition de l'attractivité des métiers. L'attractivité, c'est 3 choses. C'est premièrement une confiance descendante de la hiérarchie vers la base, vers la personne qui est concernée. Ça, si on n'a pas ça, le métier n'est pas attractif. Et c'est de plus en plus vrai aujourd'hui. Alors la confiance, c'est un oui, je te fais confiance, mais attention, je vais te surveiller. Hein. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est une vraie confiance fondamentale. Comme on ferait confiance à son proche, à son épouse, voilà.
pour travailler. Donc c'est vraiment une ambiance de confiance. Donc ça nécessite un narratif, ça nécessite une façon de communiquer. Et une posture. Et une posture qui amène vraiment ça. Donc là, on peut travailler là-dessus et on travaillera aussi dans les masterclass, dans la masterclass à venir. Nous, on va présenter quelques outils déjà rapidement, parce qu'effectivement, donner la confiance, il ne s'agit pas de taper sur l'épaule, il s'agit de mettre en œuvre des protocoles, des situations, des projets dans lesquels les gens deviennent acteurs autonomes avec toute la confiance de l'institution et de l'EHPAD. Exactement, c'est le rôle du feedback, c'est le rôle aussi de la délégation en bonne et due forme de pouvoir sur des missions concrètes. Voilà, c'est le fait de dissocier l'audit, l'évaluation, et là il s'agit d'évaluer un service, une action, du contrôle de la personne. Voilà, on ne contrôle pas la personne. Le deuxième point de l'attractivité. Et puis le deuxième point de l'attractivité, c'est le sens du travail. Ça, c'est très important. Les gens veulent maintenant travailler dans un métier où ils sont alignés avec ce qu'ils pensent. Voilà. Donc pour eux, l'important dans la vie, c'est quoi? C'est d'être écologique, par exemple, ou d'avoir un sens artistique, ou d'avoir des choses comme ça. Eh bien, le métier doit y répondre, quel qu'il soit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, dans le métier aussi, le sens du travail, ça veut dire que quand vous réalisez quelque chose, vous pouvez concrètement voir les conséquences de votre réalisation. Par exemple, les magistrats aujourd'hui, ça, vous voyez, ils sont souvent en burn-out. Pourquoi? Parce que quand on est magistrat aujourd'hui, c'est extrêmement difficile de voir quel est l'impact que vous avez sur l'évolution de la situation en France en termes de criminalité. C'est pareil dans certains métiers qui sont liés à l'administration. Et bien chez nous aussi, on vit ça. On vit ça parce qu'il y a des silos. Parce que les soignantes, elles commencent à travailler, puis elle va s'arrêter avant d'avoir mené à bien son action. Parce que l'agent de service, ben oui, mais il donnerait bien à manger à Madame Martin. Mais Madame Martin, il faut la relever dans le lit et j'ai pas le droit de le faire. Voilà. Et tout ça, c'est des choses qu'il va falloir transformer, qu'il va falloir casser, qu'il va falloir améliorer pour permettre cette fluidité qui permet à la personne d'arriver jusqu'à la finalité de son. On verra que c'est pas si simple, hein, parce que ça fait de beaux discours, mais néanmoins, on a constaté sur le terrain que deux personnes ou deux corporations peuvent avoir des métiers, peuvent avoir les deux des valeurs très ancrées, mais finalement qui ne sont pas les mêmes. Donc comment est-ce qu'on gère ça? On va le voir un petit peu plus tard. Exactement. Le troisième point de l'attractivité, Benjamin, on a parlé donc de la confiance, descendante d'abord et ascendante. On a parlé du sens au travail et des critères. Et la troisième chose, c'est l'ambiance, l'environnement de travail avec les collègues. C'est-à-dire qu'on doit être libéré des contraintes humaines, des relations humaines délétères qu'il pourrait y avoir au sein d'une équipe. Et ça, dans un EHPAD, on a beaucoup de mal à l'évoluer. Quand on est directeur, et je le suis encore en partie, quand on est directeur d'EHPAD, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à contrôler. Pourquoi? Parce que ça ne remonte pas forcément. Parce qu'on n'imagine pas comment les soignants vont aller expliquer des protections sur les chariots. Comme on n'imagine pas toujours qu'il peut y avoir des conflits qui sont générés en interne et qui vont, dans la vie privée des personnes, avoir des conséquences, des répercussions, à travers les réseaux sociaux, à travers des choses. Moi, typiquement, il y a 15 ans, vous pouviez avoir quelqu'un qui travaille très bien, et puis à côté quelqu'un qui travaille moins bien, et ils arrivaient à se côtoyer dans le métier. Aujourd'hui, il y a des phénomènes humains, phénomènes de masse au sein de l'équipe, qui fait que si vous avez un groupe important de gens qui ne travaillent pas très bien, ils vont faire pression sur ceux qui travaillent bien pour dégrader leur qualité de travail. Donc ça, c'est vraiment le dernier sous-jacent qu'il faut absolument mettre en place si on veut avoir une attractivité qui fonctionne. On a constaté, là, ces propos, et puis il y a certaines confidentialités à garder, mais on a constaté dans certains EHPAD des conflits larvés entre des équipes pour certaines raisons liées au travail, pour des conflits de génération, et puis souvent, comme ils ne remontent pas à la direction, ils sont là depuis longtemps et on n'en sait plus tellement quelles en sont les sources. Ce qui est important, et on parlait de la gestion d'impact, c'est de prévenir ces tensions bien avant. Parfois, c'est juste en s'étant séparé d'une personne, en ayant recruté une autre personne, en ayant mis un certain protocole qui semblait bien, mais si on n'évalue pas l'impact que ça peut avoir sur le travail quotidien, ça peut créer des tensions et des conflits larvés après, donc on perd en attractivité. Le dernier point, mais je vais vite, c'est intégrer horizontalement les offres locales. C'est un point important. On a dit qu'on cherchait, on pensait que la gouvernance, le bon niveau de gouvernance, c'était au niveau de l'EHPAD, mais c'était plutôt au niveau
local. Pensons à une chose, l'objectif de la protection sociale, de la dépendance, c'est la protection des personnes dépendantes. Or, une personne dépendante ne va pas à l'EHPAD. Il y a un parcours de la dépendance qui commence au domicile, avec l'aide à domicile, après avec l'aide médicale à domicile, avec un petit peu d'hôpital, avec le médecin de famille, avec la pharmacie. La pharmacie, c'est une fille qui a un véritable ancrage local, qui a toute la confiance des personnes, et ensuite il y a l'EHPAD. Et c'est pas le parcours d'un patient, d'un résident, c'est le parcours d'un couple. Et donc, ces parcours, naturellement, les gens ne vieillissent pas à la même vitesse, n'ont pas les mêmes pathologies neurologiques. Donc, il y a, si on veut penser la gouvernance, non pas de l'EHPAD, mais de la protection sociale, elle doit se faire au niveau local. Et pour ça, il faudrait que le directeur de l'EHPAD soit un peu le chef d'orchestre d'une offre locale pour orchestrer le parcours des personnes dépendantes. Parfois, c'est le chef d'orchestre, parfois, il va s'interfacer avec cette offre. L'important, c'est qu'il prenne la mesure des outils sur lesquels il peut agir. En interne, il peut briser des silos, certains silos, c'est sûr. Mais en externe aussi, il peut faire la même chose et briser des silos. Alors, de quoi il dispose? Eh bien, des appels à projets, des appels à manifestation d'intérêt, de l'article 51 de la PLFSS 2018 qui permet de renverser la table et de refonder un système différent. Il faut qu'il s'en empare et avec ça, qu'il puisse prendre en main la situation de son établissement. Alors, là, on arrive au cœur de notre projet, Hervé et moi, avec l'IFG. Il y a des pratiques de terrain qui connaissent un succès. Simplement, ce que nous avons fait, nous les avons étudiés, regardé de près ce qu'a fait Hervé pendant 25 ans, regarder ce que font nos clients, ce que font nos collègues aussi sur le terrain, et qu'est-ce qui est en succès. Maintenant, notre travail, c'est d'éprouver ces solutions, d'éprouver leur efficacité et de voir à quel modèle elles se rattachent. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de les rattacher à un modèle? Voilà, on a d'un côté énormément de projets, énormément de réalisations de terrain, mais quand on les rattache à des modèles, à des théories, d'abord, ça permet de susciter des échanges d'expériences parce qu'on parle le même langage à un moment donné, pour deux actions réalisées dans deux EHPAD, dans deux situations singulières. Et si elles se rattachent, par exemple, à casser la hiérarchie, donner plus d'autonomie, créer des espaces de délibération, gérer la souffrance, non pas la souffrance des aidants ou des résidents, mais la souffrance globale que ressent l'institution, etc. Et donc, quand on voit que ces situations sont rattachées à des modèles, ça permet aussi d'en faire émerger des savoirs utiles et les diffuser. C'est bien notre projet, le vrai projet. Alors, et le troisième point, c'est joindre à toutes ces pratiques des outils concrets qu'on vous montrera comment on peut les déployer sur le terrain, pas dans le cadre d'un live, mais plutôt dans le cadre d'une masterclass. Voilà, donc la deuxième partie va être un petit peu de vous présenter 4 grands modèles managériaux. On va pas les présenter dans l'intégralité, mais on va essayer on va saisir ce qui, dans ces modèles managériaux, correspond à ce qui s'est fait sur le terrain. Notre parti pris, c'est le parti pris aussi de la formation continue, c'est d'observer ce qu'il y a sur le terrain pour comprendre quelles sont les causes racines, et non pas l'arrivée d'en haut. Alors toi, en tant que sociologue du travail et des organisations, qu'est-ce que tu peux nous apprendre, Benjamin, à propos de cette dynamique, cette psychodynamique du travail? Alors, le premier point, effectivement, c'est la psychodynamique du travail. Donc, qu'est-ce que c'est déjà? C'est un mouvement qui est apparu en 1980, je vais être très rapide, et qui explore un petit peu comment la confrontation au travail réel est source soit de joie, soit de souffrance. Hein. On a, quand on arrive tous dans le travail, quel que soit le métier, on ne parle pas seulement du métier, de ces métiers qui sont pénibles, mais donc, quand le travail induit des souffrances, il y a des stratégies individuelles et collectives qui sont construites pour travailler malgré ces souffrances ou pour augmenter ses plaisirs et ses succès. Cette approche montre notamment quel rôle jouent les opinions et les valeurs dans la construction des règles de travail. Finalement, on parle beaucoup de compétences, de personnalité, de traits de personnalité, de soft skills. N'oublions pas qu'il y a des compétences comportementales, c'est-à-dire, face à une situation compliquée, quel schéma cognitif,
quelle croyance, sur quelle croyance je vais m'appuyer, quel schéma je vais déployer pour comprendre une situation. Une personne qui souffre, ou même une relation client, ou même comment dire, un professeur qui arrive dans une ZEP et que la classe est en bazar, pour déjà apprécier la situation, sur quoi va-t-il se baser cognitivement? Oui. Et deuxièmement, quelle stratégie de résolution il va mettre en œuvre? Effectivement, Benjamin, ça me fait penser à quelque chose. J'ai une infirmière qui est venue vers moi, qui était en intérim, et je la vois très bien travailler. Mais je lui dis, mais pourquoi vous vous retrouvez en intérim? Et en fait, elle parle indirectement de la gestion de sa souffrance, puisqu'elle a été en burn-out suite au fait qu'elle était en poste en CDI. Et paradoxalement, suite à son burn-out, elle a décidé que la façon de limiter la charge mentale qu'elle avait au travail n'était pas de retrouver un poste fixe en CDI, mais c'est contre-intuitif, mais de retrouver un poste en intérim. Et elle m'a expliqué qu'en intérim, eh bien, elle était protégée parce qu'elle avait sa fiche de poste. Elle faisait juste ce qui était sur sa fiche de poste, très bien, du mieux possible, et elle n'avait pas à gérer l'huile entre les rouages. Et donc, de ce fait-là, elle avait une vie professionnelle qui était plus pérenne. Donc, quand on dit que l'intérim, et c'est important quand on veut lutter contre le turnover, quand on dit que l'intérim ou la vacation est juste un problème d'argent, on se trompe. C'est qu'on n'a pas étudié la cause racine du turnover sur notre établissement. Et effectivement, la souffrance, c'est quelque chose à avoir de près. Et donc, si on trouve les mécanismes de gestion de la souffrance, on pourra mieux accompagner ces vacataires et les fidéliser. Parce qu'ils souhaitent aussi à un moment être fidélisés, mais ils sont partagés eux-mêmes entre le désir d'être fidélisés sur un établissement et sur une carrière, et la souffrance que cela engendre, notamment avec le contact prolongé avec les résidents. Donc, voilà en quoi la psychodynamique du travail dont nous aide à comprendre comment les gens gèrent leur souffrance, et donc comment on aligne les valeurs d'établissement du soin avec celles des salariés. On a dit qu'il y a des schémas cognitifs, et il est important qu'on comprenne que ces valeurs ne sont pas toujours les mêmes. On peut tenter de les aligner. Le deuxième point, c'est les conflits de critères qui sont développés notamment par Yves Clos. C'est quel est le prix du travail bien fait? Qu'est-ce que c'est que le travail bien fait? Alors déjà, si vous prenez deux artisans qui font le même travail, ils n'ont peut-être pas la même vision, mais en plus, si on ajoute à ça la complexité de la situation d'un EHPAD, c'est-à-dire des résidents dont la pathologie évolue, et donc naturellement les attentes évoluent, et avec des familles qui aussi ont des attentes, et les familles, c'est les compagnons, et c'est aussi les enfants. Donc il y a comme ça déjà 3 clients, dont, si j'ose dire, des clients et des bénéficiaires, dont les attentes évoluent dans le temps. Naturellement, il est naturel que les intervenants aient une vision différente de ce que c'est que le travail bien fait. Et donc tu nous en as parlé, Hervé, c'est que souvent on a des personnes des personnes qui ne s'entendent pas au prétexte qu'elles pensent que l'autre personne ne fait pas bien son travail. Mais en fait, c'est juste des conflits de critères. Alors, ils existent, il ne faut pas les masquer, il faut juste échanger. Mais pour échanger, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir du temps. Il faut avoir des espaces de délibération informels. Il faut savoir que discuter à la machine à café, discuter après le travail, faire des séminaires comme ça, informels, où on discute, ça permet d'avoir ces questions-là de façon plus apaisée, de façon plus libre. Parfois, il est nécessaire d'amener un tiers, un professionnel. Parfois, au contraire, ça se règle autrement. Donc, et ça nécessite un peu un Slack organisationnel qui a été développé par James March, qui est un des grands penseurs des stratégies des organisations, donc qu'on développera plus précisément lors de la masterclass. Alors, voilà déjà comment… Benjamin, effectivement, un conflit de critères qu'on rencontre souvent en EHPAD, par exemple, c'est le temps de réponse aux appels malades. Tout le monde n'a pas la même perception. Et comment on répond aux appels malades? Et bien souvent, c'est tenu sous cap. On n'en dit rien. Chacun se débrouille avec son critère. Mais c'est pourtant un point de conflit qui peut générer des tensions sur les équipes. Hervé, excuse-moi, il y a une question sur le chat ou un commentaire de Nathalie Clément qui dit « Je pense que l'attractivité locale passe également par l'analyse locale des risques psychosociaux pour ensuite élaborer des plans d'action correcteurs. » Alors exactement, effectivement, Nathalie, merci de ton intervention. Les risques psychosociaux, c'est un outil nécessaire pour pouvoir prendre en compte l'état des lieux RH des établissements.
Alors, sur les RPS, ce qu'on peut juste dire, et moi ce que j'entends, c'est qu'il faut avoir en tête que ces risques psychosociaux, la façon dont ils sont traités, ils font souvent remonter des symptômes. Hein, et parfois, il faut aller plus loin et creuser davantage pour pouvoir comprendre quelle est l'origine réelle des risques psychosociaux. La gestion telle qu'elle est faite des risques psychosociaux, c'est souvent une façon d'évaluer ces symptômes et de traiter les symptômes plus que les causes profondes. Donc, bon. Et j'ajoute que quand on est complètement d'accord avec toi, Nathalie, et j'ajoute que en plus, le risque psychosocial est souvent attaché à un individu ou à un groupe d'individus. Or, ce que l'on constate dans les établissements, et tu me corrigeras, tu me donneras ton avis, c'est que la souffrance, elle est souvent globale. Et l'erreur serait de l'enfermer en silo et de penser que la souffrance des résidents qui vieillissent et deviennent de plus en plus dépendants et n'est pas attachée à la souffrance des soignants et n'est pas attachée aussi à la souffrance des directeurs qui finissent parfois par s'enfermer dans leur bureau et faire de moins en moins de terrain. Or, quand toute l'institution souffre, et souffre, on l'a vu au début parce qu'elle est aussi extrêmement pressurisée, à un moment donné, eh bien, il y a, pas si c'est le bon terme, mais un bouc émissaire. Ça peut être une ou deux personnes un peu plus fragilisées, une corporation qui est un peu plus au front. Et c'est comme ça qu'on va à un moment gérer le risque psychosocial localisé sur une personne, alors qu'en fait, c'est l'ensemble de la souffrance qui est générée parce qu'il n'y a pas d'espace de délibération, parce qu'il y a toujours des rapports de force, parce qu'il y a toujours une très forte pression de la part de certains acteurs. Effectivement, il y a des choses à voir dans l'ensemble. C'est pour ça qu'on va, j'espère, faire une masterclass et que vous serez tous présents pour justement échanger sur tout cela. On continue sur le deuxième modèle de management qui est le modèle Opal. C'est beaucoup inspiré du Burzorg, de l'autonomie des infirmières qu'on avait, qui a été observé en Hollande. Mais le modèle Opal est un modèle beaucoup plus large et dans lequel on retrouve des pratiques qui ont été réalisées sur le terrain. Oui, en quelques mots, Benjamin, je rappelle ce que c'est que l'expérience Burzorg. Burzorg, c'est 75% de la prise en charge à domicile en Hollande qui est prise en charge et qui est prise en charge grâce à Burzorg. Burzorg, c'est une expérience qui est plus qu'une expérience aujourd'hui, qui consiste à créer des micro-groupes de 7 infirmières, 7 nurses en fait, qui vont pouvoir travailler au-delà de leur pratique habituelle pour pouvoir prendre en charge de façon holistique des résidents. Ce qui est très original, c'est que ce système a annihilé la hiérarchie et a fait en sorte que les pouvoirs hiérarchiques, les pouvoirs dans l'entreprise sont redispatchés au niveau du terrain. Donc, ça peut être inspiré d'une certaine façon de l'entreprise libérée, mais donc on arrive à avoir un résultat sur le terrain qui est extrêmement efficace dans un contexte qui est celui de Burzorg. Pour autant, il y a plus de résultats auprès du résident puisque les actions sont menées de façon finalisée. On peut l'accompagner chercher du pain, même si on est infirmière. On peut aller enlever une ampoule, changer une ampoule éventuellement, comme on peut prendre en charge vraiment un soin infirmier. Et au-delà de ça, l'auto-organisation des équipes, avec les règles qui s'imposent, c'est quelque chose de vertueux parce que ça responsabilise les membres de l'équipe. À partir de là, on a le modèle Opal qui renforce bien sûr tout ça et qui a analysé ce qui se passait chez Burzorg et qui a dit oui, mais d'accord, ce qu'on doit avant tout faire pour la réussite, c'est se centrer sur ce qui est vraiment la personne. Donc, Opal nous explique, le modèle Opal, c'est un modèle d'évolution de conscience. Exactement. L'évolution de la conscience, la diversité d'évolution de la conscience, le modèle Opal étant l'aboutissement. Et l'aboutissement, c'est la prise de conscience de notamment son travail et de ses compétences, de son rôle, plutôt que juste des compétences qu'on coche sur un référentiel métier. Tout à fait. Et dans le modèle Opal, pour cela, pour que la personne puisse être pleinement en phase avec elle-même, on va très loin dans la posture de la personne au travail qui doit ressembler de façon identique à celle qu'elle a chez elle dans un environnement qui est tout à fait privé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tous les conflits
les injonctions qu'il peut y avoir autour de la personne au travail doivent être aplanies pour lui permettre de ressentir, d'exprimer son sentiment, d'exprimer ses difficultés, ses douleurs, comme si elle était dans un milieu non professionnel. Et en partant de ça, on estime que la personne va réussir à mieux s'épanouir et surtout à donner plus d'elle-même parce qu'elle est reconnue telle qu'elle est exactement. Donc, il n'y a plus une posture professionnelle et une posture privée. Il y a une posture professionnelle qui doit être identique à la posture privée, en fait, à la réalité de la personne. Ça nécessite des outils extrêmement importants, notamment dans l'échange, dans la façon de communiquer au sein des équipes, pour pouvoir, et là il y a un formalisme fort, hein, pour pouvoir gérer les égos, pour pouvoir gérer les pouvoirs et pour donner une place aux personnes qui sont minoritaires dans ce qu'elles pensent. Et c'est aussi donner la chance à la personne et donc lui permettre d'échouer, lui permettre de se tromper, voilà, et d'exprimer. Tu parlais de deux choses. On a parlé des carrières et tu m'avais fait remarquer que les soignantes ne voulaient pas forcément changer de poste et passer d'auxiliaire de vie à aide-soignante, d'aide-soignante à infirmière, mais plutôt acquérir certaines compétences bien spécifiques. Et puis, au fur et à mesure, s'il y avait lieu, bien changer de statut. Mais leur objectif premier, c'était d'acquérir des compétences. Et on retrouve ça complètement dans le modèle Opale, dans la bourse au rôle. La bourse au rôle, de quoi il s'agit très très rapidement, à nouveau on le développera. Il s'agit que dans le cadre d'un projet, on réunit tout le monde, on casse les hiérarchies, et au regard de ce projet, donc pour réaliser un projet, il faut avoir des rôles. Quelqu'un fait du marketing, quelqu'un fait de la compta, mais quelqu'un va plus, alors reprenons, quelqu'un va plus s'adresser aux familles dans un EHPAD, quelqu'un va plus s'adresser aux partenaires locaux que sont les médecins, les pharmaciens, etc. D'autres vont parler de logistique, mais tout cela n'est pas forcément ce ne sont pas des compétences qui sont liées à un métier, liées à une profession. Alors, on rassemble les gens et chacun prend le rôle. Et il se peut qu'un auxiliaire de vie soit bien plus compétent pour s'adresser aux familles, pour certaines raisons, soit parce qu'il a des compétences, soit parce qu'il a une affinité culturelle avec certaines familles. Et dans ce cadre-là, chacun va prendre un rôle et acquérir comme ça peu à peu des compétences. On a cette bourse au rôle qui est très très particulière et qui est bien développée dans le modèle de Frédéric Laloux. Il pose le problème de la conservation du leadership, parce que toujours dans un projet, il faut qu'il y ait un leadership. C'est posé dans une thèse développée par Émilie Poli. On vous donnera toutes les références. Hein. Et aussi, l'autre point que développe le modèle Opale, c'est l'organisation par projet. Il ne s'agit pas d'avoir un processus long et pérenne et répété, mais plutôt d'avoir des projets bien spécifiques, ce qui correspond exactement à ce que nous définissons par le développement local et le développement par EHPAD. Les EHPAD ont leur singularité, ils s'inscrivent dans un contexte local d'offres de soins très singulières, et donc du coup, les projets, leur développement peut se faire par projet qui dure quelques semaines, quelques mois, où chacun et chacune dans l'EHPAD peut avoir un rôle, voire des projets qui se construisent dans le cadre d'appel à projet ou d'artisanat avec d'autres offres. Donc là, on acquiert peu à peu des compétences. Donc ce qui est demandé, le point où je veux en venir, c'est que ce qui est demandé sur le terrain, d'acquérir des compétences au fil de l'eau, se retrouve et très bien outillé dans le modèle Opale. Et c'est ce qu'on propose, c'est d'utiliser les outils du modèle Opale et de les rapprocher des pratiques de terrain, vraiment pour éprouver cela. Ça favorise les échanges d'expériences au sein du médico-social, dans d'autres secteurs qui ont utilisé le modèle Opale et la bourse au rôle. Donc il faut savoir que l'autonomie des équipes, les équipes autonomes, c'est déjà en pratique en France. Hein. On a à l'envie dans le milieu social qui est mis en place. On a dans le médico-social, on a on a zut. On va vous donner les références tout à l'heure, mais par exemple, Équilibre 51, fondé sur l'utilisation de l'article 51, a mobilisé des dizaines d'infirmières autour de Bordeaux pour pouvoir mettre en place ces équipes autonomes. Donc c'est vraiment des choses qui sont concrètes, qui existent déjà à travers des expériences, mais des expériences avec une forte maturité. Et ça marche. Il
des conditions pour réussir qui sont extrêmement précises. Il y a un formalisme, c'est pas du tout je fais ce que je veux parce que tout est libéré. Non, 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 pas du tout. Il y a un formalisme qui est très strict pour y arriver. Il y a des pouvoirs qui sont redistribués et ça marche complètement. Ça marche et ça nous permet d'avoir des retours d'expérience qui s'inscrivent dans un cadre. Le troisième modèle mobilisé, c'est l'entreprise libérée. Alors, contrairement à ce qu'on pense, c'est assez proche effectivement du modèle OPAD, mais même si ces deux modèles partagent des valeurs communes, telles que l'autonomie des employés, la réduction des hiérarchies, elles n'ont pas les mêmes inspirations. On a parlé d'évolution de la conscience humaine du côté du modèle OPAD, tandis que l'entreprise libérée se fonde plutôt sur des principes de liberté, de responsabilité. Elle est plutôt organisationnelle que psychologique. Et donc, de responsabilité au sein des organisations. Donc, qu'est-ce que propose concrètement l'entreprise libérée qu'a diffusé Isaac Getz en France? Et qu'est-ce qu'elle propose concrètement pour notre propos? D'abord, c'est d'avoir une attitude entrepreneuriale. C'est valoriser et accroître un petit peu le leadership de chacun. Donc, pour ça, il faut qu'il y ait un système de prise de décision. Comment est-ce qu'on aide une auxiliaire de vie qui commence? Comment est-ce qu'on l'aide à prendre des décisions, à prendre des initiatives, alors qu'elle n'est pas encore infirmière, alors qu'elle n'a pas les 20 ans d'expérience, alors qu'au-dessus d'elle, elle a des corporations, un directeur, une IDEC? Eh bien, comment on fait? Il y a des consultations collectives. Avant de prendre une décision importante, un collaborateur peut et doit consulter les personnes qui sont concernées et qui sont expertes. Donc, si cette auxiliaire de vie est concernée et dispose d'une certaine expertise, on la consulte. Et comme ça, à un moment, cette consultation va lui donner confiance et va l'amener peu à peu à prendre des initiatives. Donc, voilà un des outils que propose, qui ont été testés dans l'entreprise libérée. On fait aussi, comment est-ce qu'on responsabilise et on fait acquérir l'autonomie aux collaborateurs? On les encourage à prendre quelques petites initiatives suite à ces consultations. Évidemment, il y a des méthodes RH qui font qu'on doit, notamment l'évaluation entre pairs, et qui amènent le droit à l'erreur. Je m'explique. Quand quelqu'un fait une erreur dans un système, on essaie de trouver les causes. Donc, on fait l'arborescence, mais cette arborescence, elle a un biais, c'est qu'elle est toujours menée par un directeur, par un expert hiérarchique. Or, celui-ci n'est pas de terrain, donc il ne sait pas. Il ne peut pas évaluer à un moment la pertinence d'un choix ou ce qui a fait qu'on a fait un mauvais choix. Ce qui a été prôné, ça a été développé par EDF dans les centrales nucléaires, c'est l'évaluation entre pairs. Donc, quand il se passe quelque chose, quand il y a eu une erreur, et il y en a dans toutes les organisations, sauf qu'elles ont des conséquences dramatiques parfois dans les EHPAD, il faut interroger les personnes sur le processus tel qu'il s'est déroulé. Et les pairs les interrogent, donc des collaborateurs, en les interrogeant, essayent comme ça d'évaluer à un moment la pertinence d'un mauvais choix. Donc il y a un droit à l'erreur, on peut avoir un droit à l'erreur, ça peut s'expliquer, et ça permet un petit peu après de corriger l'ensemble des processus. Voilà aussi un point que développe notamment l'entreprise libérée. Et le dernier point sur lequel je voudrais revenir, c'est l'alignement sur une vision commune. Donc, on invite chaque collaborateur à trouver du sens dans son travail dans la raison d'être de l'organisation. Pas dans les valeurs du siège, à nouveau dans la raison d'être de l'organisation. Et ça se discute. Qu'est-ce qu'on veut? On veut soigner, on veut allonger, on veut diminuer la souffrance des bénéficiaires ou des familles? Est-ce qu'on veut donner de la dignité? Est-ce qu'on veut créer un écosystème local qui accompagne la dépendance de toutes les familles et de toutes les personnes qui vont arriver à ce niveau de dépendance? Donc, tout cela, ce sont des valeurs, une raison d'être qui se décline en critères de travail bien fait et qui se décline après en action. Tout cela, ça se fait ensemble. Et c'est à un moment là qu'on retrouve le sens au travail, en l'ayant discuté et en ayant vu que c'est un sens partagé. Et dernier point, c'est l'impact sociétal que peut avoir le métier. Mais ça, on le retrouve surtout dans le care management. Alors, le care management, Benjamin, c'est quelque chose qui est issu des années 80 et qui, progressivement, nous a amené à penser le fait de prendre en compte la personne au travail. En tant que directeur, on s'adresse souvent à nos équipes, en général, on les écoute, mais on prend moins de temps pour pouvoir s'adresser à chaque individu.
le care management, c'est justement le fait de prendre soin individuellement des personnes. Ça nécessite vraiment une posture professionnelle qui est attachée à la relation intuitu-personnelle entre le manager et la personne qu'il manage, le personnel. Alors, oui, il y a des outils, c'est le feedback, c'est l'écoute. On dit en EHPAD qu'il faut 3 heures de relation les yeux dans les yeux avec, pour un directeur, avec chacun de ses personnels, parce qu'il y a une personne intermédiaire, il y a une hiérarchie intermédiaire entre lui et les personnels de terrain. Il faut 3 heures par an, les yeux dans les yeux. Ça ne veut pas dire 3 heures où on est en relation à travers une formation ou à travers des transmissions. Non, c'est 3 heures où on est dans la chambre, 10 secondes par-ci, 10 secondes par-là, où on demande comment ça va, monsieur X, comment ressentez-vous votre travail, est-ce que ça va bien, est-ce qu'il vous faut des choses pour bosser. Voilà. Donc ça, vous voyez, c'est du care management. Le feedback positif, vraiment, sous toutes ses formes, et elles ne sont pas assez exploitées. On ne se pose pas assez la question du feedback positif. Je vous rappelle que, normalement, un manager doit réaliser, ne peut avoir le droit d'utiliser du feedback négatif que quand il a négatif, ou en tous les cas, qui demande à la personne de se remettre en question, que quand il a parallèlement, préalablement, réalisé autant de feedback positif. Donc, vous voyez qu'il y a une certaine asymétrie des formes dans la réalité, puisque souvent, en tant que manager, et je le suis, donc je le sais, on a plus tendance à dire ce qui ne va pas que dire ce qui va. Bon, bah forcément, ça n'amène pas à du care management. Enfin, il y a un truc qui est très important et qui est nouveau dans le métier, c'est la symétrie des attentions. C'est arrivé dans l'industrie, d'abord. C'est cette façon de penser la relation entre l'institution et le personnel, aussi importante que la relation entre l'institution et le client, ou le patient, ou le résident. Et de même, dans les EHPAD, mettre en place la symétrie des attentions, c'est à 4 partenaires, puisqu'il y a la famille, ou le représentant du résident, il y a le résident, il y a aussi le personnel et l'institution. Mais ça veut dire que chacun donne, en contrepartie de la transparence de l'institution, donne à des droits, mais aussi des obligations vis-à-vis de tous les autres partenaires. Et ça, on n'en est pas encore là, puisque la posture du résident famille est encore une posture de client. Hein, on attend quelque chose, et d'ailleurs, on ne sait pas toujours ce qu'on attend, et ça peut varier dans le temps. Dans cette posture, on est une posture de client. Je veux sauver mon proche. Voilà. Et d'un autre côté, on a des institutions qui ne sont pas toujours, qui n'apportent pas autant de soins au personnel qu'aux résidents. D'ailleurs, si on regarde les différents critères de l'auto-évaluation, on remarque que beaucoup de critères sont dédiés aux résidents et très peu de critères sont dédiés à l'accompagnement des soignants. Bizarre. Donc, ça veut dire que déjà, la réglementation ne prend pas en compte en tant que telle cette symétrie des attentions. Ça veut dire aussi que avoir le soin comme boussole, ça veut dire que justement, à travers le care management, le soin s'applique à tout le monde. Mais c'est aussi une façon pour les personnels de devoir prendre en soin de l'institution. Hein, donc, c'est vraiment cette posture-là qui nécessite, encore une fois, un narratif et une façon de communiquer qui est extrêmement différente. Ce qui veut dire que, par exemple, dans le care management, on peut imaginer, comme dans certains modèles OPAL, où on a une charte déontologique dans la façon de communiquer entre les membres de l'institution. Donc, ça va au-delà d'un règlement de fonctionnement, qui d'ailleurs est souvent mal appliqué ou peu relayé, peu appliqué dans les établissements, mais c'est vraiment définir, voilà, de quelle façon on n'a pas le droit de communiquer parce que c'est dégradant ou ce n'est pas respectueux d'autrui. Et que l'on soit dans une position ou dans une autre. Donc, toutes ces pratiques-là se mettent en place dans le cadre du care management, qui est une façon de traiter autrui avec des égards qui permettent à cette personne d'exister en tant que telle et de pouvoir donner le meilleur de lui-même. D'un mot, je voudrais ajouter quelque chose, puisqu'on fait souvent on reste dans le mercantile, on peut aussi avoir le biais de se dire, tiens, si je fais attention à mon employé, il fera attention au client. Et donc, on reste dans le productif, dans le mercantile. Je m'appuie notamment sur le travail du care de Pascal Molinier, la psychosociologue. Il s'agit, le care, c'est pas du productif, c'est du reproductif. Care, c'est prendre soin d'autrui. Et il ne s'agit donc pas de d'avoir du soin pour l'un afin qu'il ait, par conséquent, du soin pour l'autre, mais c'est décloisonner
c'est décloisonner les relations humaines. C'est savoir que dans le travail, il faut porter attention à. Pour aller dans ton sens, Benjamin, concrètement, le taux d'occupation, par exemple, je ne connais aucun établissement qui puisse avoir un taux d'occupation pérenne, sans un engagement quotidien et absolu à l'extérieur des personnels de l'établissement, si jamais les personnels qui travaillent dans l'établissement, les soignants, les gens qui sont auprès des résidents, ont une parole qui n'est pas impeccable par rapport à l'institution. Et la seule façon qu'ils parlent correctement à la bienveillance de l'institution, c'est pas de leur taper sur les doigts, ça ne marche plus avec les générations nouvelles. C'est juste que naturellement, inclure dans leur discours l'institution pour laquelle ils travaillent, c'est quelque chose qui vient dans les mots, qui vient en mots. Mais pour cela, il faut avoir un care management extrêmement puissant. Si, à chaque fois que la famille se rapproche d'un vacataire, la vacataire lui dit oh, « c'est pas mon problème, là. Vous savez, ici, de toute façon, ça marche comme ça. Moi, je m'occupe de ça, c'est tout. De toute façon, c'est le voisin qui a fait la bêtise. Hein. » Ben, c'est mort. Jamais vous aurez une confiance des familles. Et sans confiance des familles, vous avez l'environnement de l'établissement qui s'effondrera par rapport à l'image de marque de l'établissement qui s'effondrera à l'extérieur. Donc, le care management, ça a des effets directs sur le taux d'occupation. Alors, le premier soin qu'on peut porter aux soignantes, c'est déjà de savoir ce qu'elles font et comment elles vivent leur travail. Quel est leur vécu professionnel. On a parlé de l'invisibilisation du travail écrasé par la réglementation et les protocoles. On va vous proposer une petite histoire où nous avons conçu un questionnaire qui interroge le vécu professionnel des soignantes et qui en fait une corrélation avec leur engagement au travail. On va vous proposer de remplir ce questionnaire, donc pas maintenant. Un lien est proposé dans le chat. Récupérez-le, répondez au questionnaire. Et nous, alors c'est un questionnaire qui est parfaitement anonyme, puisque comme vous y accédez par un lien, on vous demande ni votre nom, ni votre adresse mail. Et suite à cela, quand vous aurez tous répondu au questionnaire, d'une part, on enverra tous le rapport, les analyses de ce questionnaire. C'est un questionnaire intéressant parce qu'il est sous forme de BD et on en présentera aussi toute la méthodologie ainsi que les autres retours terrain que nous avons sur le vécu professionnel des soignantes. Nous le présenterons lors de la masterclass. Le lien est sur le chat. Vous pouvez aussi en savoir plus en allant sur le site monmétier.org, qui est le premier baromètre de satisfaction au travail et d'engagement au travail expliqué par le vécu professionnel des soignants. Et le même questionnaire est en train d'être développé à l'attention du COMEX, c'est-à-dire des directeurs et des idées. Voilà, vous avez compris notre propos, c'est de partir du terrain parce que le service aux bénéficiaires du résident se réalise avant tout sur le terrain. C'est sur le terrain que des solutions émergent. Pour autant, il faut modéliser, outiller ces solutions de façon à pouvoir en faire des savoirs réutilisables qu'on peut après discuter, adapter. Et c'est ensuite en confrontant ces pratiques de terrain plus pertinentes, plus efficaces et plus vertueuses au niveau du soin, en les confrontant avec la réglementation, avec le millefeuille administratif, on n'a pas parlé, mais ça peut aussi être un outil très utilisé, et avec les indicateurs de bonne gestion du siège qui sont aussi nécessaires. Donc en confrontant tout cela, qu'on peut arriver à une gouvernance plus vertueuse. J'ajoute quelque chose, le secteur médico-social n'est pas en crise, hein. Il a juste une crise de croissance. Il est très récent, même si l'histoire de la protection sociale remonte au 19e siècle, il y a eu une loi en 2002 qui est extrêmement importante, donc elle a à peine 20 ans, et elle a mis du temps à se mettre en œuvre. Il y a une crise de croissance. Demain, il y aura 3 fois plus de résidents que ce qu'il y avait en 2000. Donc, imaginez si du jour au lendemain, la SNCF devait avoir 3 fois plus de clients, mais pour le même nombre de trains. Et puis aussi, quand la différence, c'est que un Paris-Nice, je crois que ça prend 4 heures, 5 heures, eh bien, dans les EHPAD, on reste un peu plus longtemps. Donc, si en plus de résidents font des trajets plus longs, naturellement, ça induit des crises de croissance.
qui s'ajoutent à des problèmes de l'invisibilisation du travail. Donc tout cela, c'est pas une crise propre au secteur, c'est juste une crise de croissance et donc qui implique des transformations de la gouvernance. C'est pour ça qu'on vous invite, on va vous faire des feedbacks sur cette première présentation, mais on vous invite aussi à suivre notre masterclass dans lequel nous pourrons à la fois déployer tous ces outils et puis aussi les confronter à vos expériences. Alors, juste un commentaire encore de Nathalie qui nous dit « J'ajouterai également dans le care management l'importance du feedback positif pour motiver et inspirer tant de la direction vers les équipes que des équipes entre elles-mêmes. » Effectivement, merci beaucoup Nathalie. Très intéressant. Nathalie est encore en train d'écrire un message, je pense. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nathalie nous dit merci. Merci Nathalie. Très bien. Merci à toi. Très bien, donc on reste à votre écoute, on continue. C'était le premier volet de comment dire, de la constitution d'un savoir, de la constitution, de la structuration d'un savoir, mais qui ne peut se faire que par l'échange, puisque, comme vous l'avez lu et comme vous l'avez compris, on part du terrain, des compétences nouvelles émergent, des acteurs nouveaux émergent. Une famille, c'est plus quelqu'un qui place une personne âgée, c'est une famille qui a été aidante pendant 3 ans, 4 ans, qui a acquis des compétences nouvelles, qui a acquis des compétences d'aidantes, transverses. Et j'ajoute un point excellent, un point important que j'ai constaté sur le terrain. Il y a des dégénérescences neurologiques. C'est extrêmement nouveau pour les neurologues. Pourquoi c'est nouveau? D'abord, ce sont des maladies nouvelles. Puis parce que avant, on décédait plus tôt. Or, si maintenant les gens décèdent tardivement, il y a ces dégénérescences qui dégénèrent d'autant plus. C'est donc de nouveaux symptômes. Un neurologue voit son patient 1 fois par mois. Un médecin de famille 2 fois par mois. L'auxiliaire de vie le voit 8 heures par jour. Lui, il a la connaissance de ce qu'est la dégénérescence neurologique. Et ce n'est pas théorique, c'est ce que j'ai constaté sur le terrain. Donc il y a aussi, les gens de terrain sont en train d'acquérir des compétences sanitaires, des compétences médicales qui sont essentielles. Et une partie de cette transformation de la gouvernance va consister à casser les silos par le care management, mais aussi par tous ces feedbacks dont on a parlé, de façon à ce que ces savoirs qui sont essentiels pour la santé de nos proches et pour notre propre santé, qu'on y arrive, un petit pas, mais on y arrive, il est important qu'on décloisonne tout ça pour que tous ces savoirs puissent être diffusés, qu'ils ne restent pas invisibilisés, qu'ils restent connus, structurés et diffusés. C'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Si on n'a pas d'autres questions, donc je vais terminer la séance. Et merci encore pour ceux qui ont participé. Et donc, on se dit rendez-vous à la prochaine masterclass qui aura lieu en février. En février. Voilà. Donc, on vous communiquera les dates très prochainement. Merci à tous. Au revoir. À bientôt. Au revoir.